Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui malgré ce temps pourri. Bon, je te montre pas mais dehors c'est orage comme pas possible dans le sud de la France. Je suis de la région toulousaine, proche de Toulouse. Et je te promets que c'est un vrai merdier. Un coup il fait beau, un coup il fait pourri, il fait beau, il fait pourri, il fait que ça. Alors je pense que c'est un peu partout dans la France et c'est vraiment la misère. Aujourd'hui, on va faire du coup une vidéo un petit peu au chaud chez nous, une vidéo FAQ. Je prends les messages, j'avais fait dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, j'avais demandé que vous me posiez toutes les questions qui vous passent par la tête et que j'allais faire une vidéo sur le sujet. Donc je vais lire certains d'entre vous et puis on va commencer cette petite FAQ qui risque de prendre du temps, comme toutes les vidéos FAQ, vidéos qui ne marchent pas du tout, qui plaisent à personne et qui prennent du temps. Mais je trouve que c'est pas mal qu'on se retrouve un petit peu pour discuter, que je réponde un petit peu à vos questions. Alors, il y a Amance Pardillo qui me qui me demande coucou, combien de temps te prennent tes animaux par jour? C'est une question qui revient assez souvent. Ça me prend à la fois beaucoup de temps et pas beaucoup parce que c'est toujours une question d'organisation en fin de compte. Il y a des tâches que je fais quotidiennement et des tâches que je fais une fois par semaine ou de temps en temps. Donc par exemple les serpents ça fait pas caca ni pipi tous les jours, donc il n'y a pas besoin de ramasser tous les jours. C'est surtout les bacs d'eau qui me prennent énormément de temps parce que tous les jours ou tous les 2 jours je change l'eau de tous mes terrariums. C'est ça qui me prend du temps. Après le reste ça prend pas vraiment de temps, une petite pince de temps en temps pour ramasser les bouts de mue et les petites crottes et tout va bien. Donc exactement par jour je n'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Pour te donner une idée, il y a des journées ça peut me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Il y a des journées où je vais passer entièrement toute une après-midi pour nettoyer le substrat de tous les terrariums. Et puis la plupart du temps en tâches quotidiennes on va dire 20-25 minutes par jour. Ça c'est pour m'occuper de mes animaux, donc tout confondu, les fourmis, tout ça. Tout confondu. Si on le fait régulièrement un petit peu tous les jours, il n'y a pas de gros boulot derrière, il n'y a pas besoin de passer une après-midi non plus. Il faut savoir aussi que Célie a aussi ses terrariums avec ses reptiles, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, ce qui fait qu'elle s'occupe aussi quotidiennement de ses animaux quand je suis au travail. Donc c'est toujours ça en moins que j'ai besoin de faire dans la semaine. On se relaye un petit peu. Voilà, c'est juste une petite organisation, ça prend pas énormément de temps. Je passe plus de temps à les observer que de temps à m'en occuper réellement. Donc on va passer à une question suivante. Quelle espèce de fourmi conseilles-tu pour débuter? Et au fait, plus de vidéos herping. Alors ça c'est Roik 7. Oula, je sais pas du tout prononcer. Tu me demandes quelle espèce de fourmi conseilles-tu pour débuter? J'avais fait des vidéos sur comment débuter un élevage de serpents et en même temps un élevage de lézards. Mais ça s'équivaut aussi aux élevages de fourmis. Ça veut dire qu'il y a énormément d'espèces pour débutants. On n'a pas besoin de prendre du Liasus absolument ou du Tetramorium ou des petites Formica rufibarbis. Il y a aussi plein d'espèces pour débuter. On peut très bien débuter dans l'élevage de fourmis avec des espèces exotiques qu'avec des espèces françaises ou européennes. Il n'y a aucun souci. Mais le tout va dépendre en fait du débutant. Il y a des gens qui seront plus aptes à s'occuper de certaines espèces de fourmis par rapport à d'autres personnes. Et tout dépendra aussi du budget que tu as, du temps que tu as à y accorder, de l'espace que tu peux leur accorder aussi. Et ça jouera sur les espèces. Mais franchement, il y a tellement d'espèces pour débutants. Moi, j'ai débuté avec énormément d'espèces d'un coup. Je m'en suis toujours très bien sorti. Vraiment, la clé pour moi de la réussite dans l'élevage de fourmis, c'est qu'il faut s'en occuper tous les jours, que ce soit pour donner à peine un petit peu de nourriture ou à peine un petit peu d'eau, mais tous les jours. Ne donne pas de grosses quantités de nourriture une fois par semaine, ça ne marche pas comme ça. Les fourmis, elles ont besoin de travailler, de collecter la nourriture un peu tous les jours. Donc mieux vaut donner des toutes petites rations de nourriture, mais un petit peu tous les jours. Donc il faut tout le temps vérifier, tout le temps s'en occuper plus ou moins. Et après, on peut partir sur plein d'espèces différentes. Je pense pas qu'il y a vraiment d'espèces pour débuter. Bon, il y a des espèces que je te conseille vraiment pas, comme les Paraponera clavata, des espèces comme ça. Mais après, sinon, il y a peut-être une bonne centaine d'espèces pour débuter qu'on peut retrouver dans plus ou moins tous les sites de vente. Sans compter aussi qu'il y a peut-être des essaimages du côté de chez toi et qu'il y a juste à ramasser des fourmis volantes pendant les essaimages pour pouvoir après te faire ton petit élevage. Blackera60 qui me demande « Merci beaucoup pour ton contenu qui prend de plus en plus en qualité, en professionnalisme et en diversité. » Alors merci beaucoup parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire actuellement. Ça veut dire vous proposer des vidéos diverses et variées sans être trop dans la répétition et essayer de faire un minimum de qualité son, image et des fois c'est assez difficile.
mais merci beaucoup. Tu m'as donné l'envie de me mettre à la terrario et tu m'aides à poursuivre mes études. Je veux devenir zoologiste et la passion, c'est contagieux. J'ai une question pour ta FAQ. C'est quelque chose qui me fait réfléchir depuis longtemps. Que penses-tu du côté moral et éthique de maintenir des animaux à la base sauvages dans des terrariums? Le côté captivité forcée, est-ce que tu trouves que c'est une opposition avec le fait d'aimer ces animaux? Bonne continuation. Alors, non, c'est pas du tout en opposition avec le fait d'aimer des animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la terrariophilie, comme l'aquariophilie et la myrmécologie, c'est des passions qui sont vraiment très égoïstes, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à notre gueule, dans le fait, cette espèce, je la kiffe, je la veux. À la base, beaucoup de personnes partent là-dessus. Moi, le premier, je suis déjà parti sur ce système-là. Donc, c'est vraiment que c'est une passion égoïste. Alors, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais je dis ce que je pense. Et pourtant, je suis à fond là-dedans. Vraiment, le côté éthique, moi, je l'ai à partir du moment que j'essaie de faire les choses le mieux possible, d'entretenir mes animaux le mieux possible et qu'ils se sentent le mieux possible. Après, il y a des petits signes de façon à savoir si les animaux sont bien ou pas bien. On ne sait pas trop un petit peu comment ça se passe, mais le mieux, c'est d'essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles et surtout comprendre nos animaux, les observer, faire beaucoup de recherches là-dessus. Malheureusement, je connais beaucoup de monde, que ce soit des amis à moi ou des connaissances ou des gens sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se basent beaucoup sur la théorie et non sur la pratique. Donc quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, qu'on a commencé la terrariophilie depuis 1 ou 2 ans, forcément on a beaucoup plus de théorie que de pratique. Ça veut dire qu'on va beaucoup lire de livres, on va se renseigner sur les forums, on va peut-être faire des stages de manipulation, des choses comme ça, mais ça part sur une base un petit peu théorie. La pratique, c'est vraiment le fait de maintenir des animaux, de pouvoir les observer, de pouvoir les manipuler d'une certaine manière et de passer énormément de temps à l'observation. Je le vois rien qu'avec mon varan des savanes, je voulais faire un terrarium beaucoup plus grand que ça et je me suis rendu compte que ça servait strictement à rien vis-à-vis du mien. Après, chaque individu aussi totalement différent. Il ne faut pas oublier que c'est des êtres vivants et le fait que ce soit des êtres vivants, ils vont réagir de manière différente. Il y a par exemple dans les mêmes conditions d'élevage, exactement les mêmes terrariums, la même décoration et tout, il peut y avoir par exemple chez les pitons, un piton qui va rester plus souvent au point chaud, un autre piton qui va rester plus souvent au point froid. Il y a peut-être des individus un peu plus frileux que d'autres, il y a peut-être des individus qui ont une plus grosse faim que d'autres, peut-être des individus un peu plus nerveux que d'autres ou un peu plus stressés que d'autres. Donc il faut prendre en compte tout ça, il faut faire très attention à tout ça, observer chacun de nos animaux. Je pense que c'est la base de la terrario et la base pour avoir une bonne éthique, c'est déjà d'observer nos animaux, d'essayer de les comprendre au maximum. Et si on voit que ça ne marche pas comme ça, il faut changer nos méthodes d'élevage, tout simplement. Un serpent qui ne mange pas, il y a une raison. Un serpent qui est toujours au point froid, il y a une raison. Un serpent qui est toujours au point chaud, il y a une raison aussi. Un serpent qui reste tout en planqué, qui ne veut jamais bouger de là, il y a une raison. Le seul problème de la terrariophilie, c'est nous-mêmes, donc les éleveurs, qu'on soit amateurs ou professionnels. Le gros problème, c'est nous. Quand il y a un problème dans notre élevage, c'est de notre faute. Quand il y a un problème dans le comportement de l'animal, c'est de notre faute aussi. Il faut toujours reprendre à niveau, toujours se remettre en question, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien, pour essayer de continuer à avancer dans la bonne direction. Moi, je vous donne juste un chemin à suivre. Ensuite, si vous voulez prendre des directions différentes et faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Tonton, il y en a certains qui vont dire « Ouais, tonton, il dit que de la merde, Snake Reptile, c'est de la merde, c'est une chaîne pourrie et tout. » Je sais, je suis au courant des gens qui me critiquent et tout, je sais tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que je n'ai plus rien à prouver. Je fais de la terrariophilie depuis que je suis tout petit. Je maintiens des serpents depuis tellement d'années que je compte même plus. Je reproduisais des Anolis carolinensis, j'avais 11 ou 12 ans. Voilà, là aujourd'hui j'ai 34 ans. J'ai toujours vécu avec des reptiles, j'ai toujours vécu avec des animaux, avec différents animaux. J'ai toujours été à fond dans l'observation. Et c'est vrai que j'en apprends encore tous les jours et j'arrête pas pour la simple et unique raison que je me remets toujours constamment en question. Et je pense que c'est la base pour être dans une bonne éthique et pour pouvoir avancer, que ça soit bien s'entendre avec son partenaire, que ça soit bien s'entendre avec sa famille, bien s'entendre avec ses collègues de travail, que ça soit dans la vie de tous les jours, respecter les gens qu'on croise dans la rue, respecter les gens quand on conduit une voiture. Je pense que tout ça c'est lié et tout ça, ça va être à la base le fait de se remettre en question en permanence. Si franchement
on ne se remet pas en question, qu'on nous dit jamais rien, mais on croit que tout est bon. Mais ça ne veut pas dire que tout est bon. Peut-être qu'on emmerde notre voisinage sans le vouloir, sans être même au courant qu'on les emmerde. Donc il faut toujours savoir se poser bonnes questions. Et si on fait choses bien dans la terrariophilie, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas en contradiction avec le fait d'aimer ou non les animaux. Alors je vais répondre à la question de Clémento. Clémento Valls qui fait... Alors, il me dit « Hello Snake Reptile, grâce à toi, j'ai connu les Tribolonotus gracili. En auras-tu un jour ?» Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette espèce et surtout en France. Donc voilà, big up à toi et reste passionné. Alors merci beaucoup Clémento. Il faut savoir que Tribolonotus, c'est vraiment une espèce qui m'intéresse énormément et j'hésite encore toujours d'en mettre dans cet aquaterrarium parce que c'est une espèce qui est à la fois nocturne, terrestre et aquatique. Alors il va kiffer sortir la nuit pour aller se baigner dans les aquariums. C'est un très bon nageur et franchement je kiffe cette espèce, elle est trop délire. Le truc c'est que ça serait un bon compromis parce que là j'ai des Acanthosora capra qui sont donc arboricoles aquatiques mais qui vivent la journée. Tribolonotus qui vit la nuit et qui est plus terrestre dans les endroits frais, ça peut le faire. Alors voilà, il faut faire surtout attention aux fortes chaleurs. Là c'est vraiment une espèce... Moi, chez moi, les terrariums peuvent vite monter en température. Il faut que je fasse attention à ça régulièrement. Surtout que quand ça commence à taper bien sévère dehors, au niveau des températures, des fois, je suis obligé d'éteindre pendant un certain temps dans la journée les lumières et tout pour essayer de rebaisser les températures. C'est ça un petit peu qui m'inquiète chez Tribolonotus. Mais il y a des méthodes d'élevage et tout, il n'y a aucun souci. Je pense qu'un jour ou l'autre, je vais m'en faire péter pour mettre à l'intérieur de cet aquaterra. Après, je sais que c'est une espèce que je ne verrai pas souvent parce que forcément, c'est une espèce qui va se déplacer la nuit. Mais ça peut être peut-être très intéressant. Ensuite, on va continuer. Tony Diaz qui me demande « Tu as combien d'animaux chez toi ?» Eh bien, ça, c'est une question qui revient souvent et franchement, j'en ai aucune idée. Je sais que je ne dépasse pas les quotas. Je crois que c'est 40 reptiles, tout compris. Je ne les ai pas, voilà. Mais après, je ne sais pas exactement. J'ai des Acanthosora capra, j'ai du Python réjus, Python d'Angola, Morelia bradley, des couleuvres asiatiques, donc 2 espèces différentes, mais j'ai 4 couleuvres asiatiques en tout, j'ai 2 Pantherophis gutatus, voilà, je dois avoir une petite vingtaine de reptiles en tout pour tout. J'ai mes 2 tortues terrestres dans un Testudo Orciofeldis. J'ai quelques trucs assez sympas comme ça, ma grenouille taureau, voilà, quelques petites espèces comme ça assez sympas. Mais après, exactement le nombre, je n'ai aucune idée. Pour le moment, je ne sais pas, je compte pas vraiment. Et en plus, j'ai arrêté d'avoir des reptiles depuis pas mal de temps maintenant, j'ai pas trop de nouveautés. Donc c'est vrai que je me suis stabilisé et je ne compte pas vraiment, quoi. Itato qui me demande, quand tu te fais mordre, est-ce que tu as mal? Comment ne plus avoir peur des araignées? Alors, il faut que tu saches que la peur vient souvent avec l'ignorance. Alors, je te parle juste d'une peur banale. Si tu as vraiment une phobie, là, c'est un peu plus difficile à traiter. Mais si c'est juste la peur et l'appréhension, tu peux faire des stages, mettons, dans certains magasins spécialisés où tu vas apprendre à manipuler certaines mygales, tu vas apprendre à nourrir certaines araignées. Et ça peut être très intéressant pour toi de pouvoir te sensibiliser petit à petit. Moi personnellement, quand j'étais tout petit, j'avais peur de certains animaux et puis en grandissant, j'en ai plus eu peur parce que j'étais tellement curieux que je me suis toujours posé des questions, j'ai commencé à faire des recherches. Par exemple, les araignées. Les araignées, c'est pas quelque chose qui me plaisait quand j'étais tout petit, j'en avais assez peur, je vous dis la vérité. Mais par contre, le fait de tout le temps faire des recherches dessus, de les observer dans la nature, d'essayer de les nourrir, d'essayer de faire quelques petits trucs comme ça m'a enlevé totalement la peur au fur et à mesure du temps. Après, je teste même certaines manipulations et tout, c'est un petit peu chaud, mais franchement, je m'en sors très bien. Et voilà, et puis je pense pas qu'actuellement, il y a vraiment d'animaux qui me font vraiment peur, je pense que c'est que les êtres humains qui me font peur. Et puis voilà, il n'y a pas d'animaux méchants, il faut juste apprendre à les comprendre, apprendre à les connaître, au lieu de vouloir toujours détruire. Je reçois encore beaucoup trop de messages de personnes qui me disent « Ah, c'est horrible, c'est répugnant, c'est moche, c'est affreux, moi je l'aurais écrasé, moi je serais parti en courant, moi j'aurais... » Et je trouve que c'est vraiment très dommage. Et c'est pour ça que le monde part un petit peu en couille aussi, c'est parce que dès qu'on est dans l'ignorance, dès qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions, et ben qu'est-ce qu'on fait? On fait de la grosse merdouille, voilà. Ni plus ni moins, c'est-à-dire t'aimes pas la gueule de quelqu'un, tu vas le faire chier, ou tu vas l'emmerder, ou tu vas l'esquiver, ou tu vas pas forcément essayer d'apprendre à le connaître ou à parler avec lui. Et je trouve que c'est assez dommage et beaucoup de gens réagissent comme ça avec des gros a priori, comme moi par exemple avec les tatouages. Je sais que certaines personnes me regardent un petit peu de travers, il y en a certains, ils ont des gros a priori là-dessus, ils ont leurs idées en tête et c'est vrai que je trouve ça un petit peu triste.
Après, pour ce qui est, alors, est-ce que ça fait mal de se faire mordre? Ben, tout dépend de l'animal, tout dépend de la taille de l'animal, tout dépend dans les circonstances que tu t'es fait mordre. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne sur la morsure des serpents par exemple, et je n'ai pas toujours eu mal, des fois oui, des fois non. Tout dépend de l'espèce, tout dépend des circonstances, tout dépend de l'endroit où tu te fais mordre. Donc là, c'est vraiment une question avec tellement de réponses diverses et variées, il faudrait focaliser beaucoup plus le sujet, mettons sur les boas adultes, est-ce que ça fait mal ou des choses comme ça, je pourrais mieux te répondre. Mais là, clairement, on ne peut pas répondre sur une question comme ça. Désolé. Alors Reynard, qui me demande, tu as combien d'espèces de fourmis? Alors là, on pourra peut-être les compter un petit peu plus. Il y a Messor barbarus, Camponotus nicobarensis, Camponotus fela, Camponotus crantatus, Camponotus sanctus. Donc on est déjà à 5. Crématogaster scutellaris, ça fait 6. 6 espèces. Ah non, il y a la Camponotus, je sais plus quoi là-bas. Donc 7 espèces, je regarde là-bas parce que c'est là-bas qu'elles sont. 7 espèces, après j'ai quelques tubes avec d'autres espèces. Allez, gros maximum, j'ai 10 espèces de fourmis différentes. Est-ce que tu comptes bientôt faire un élevage de phasmes? Alors c'est Lacaille qui me demande. J'ai déjà fait de l'élevage de phasmes, voilà, un petit phasme bâton qu'on trouve un petit peu dans ma région, des phasmes feuilles, j'ai eu un peu de tout en phasme pendant un certain temps au début de la chaîne YouTube. Avant YouTube, j'étais beaucoup dans les insectes aussi. Et là non, j'ai pas de projet. J'ai des projets de vidéos avec des phasmes qui pourraient peut-être vous intéresser, mais je n'ai pas de projet là maintenant sur un futur élevage au niveau des phasmes. Alors il y a Sharpsy 1 qui me pose des questions. Tu as un pseudo toi illisible, alors vraiment désolé. Salut, c'est vrai que c'est une bonne idée. Alors voilà quelques questions. Si tu pouvais voyager n'importe où, là de suite, pour faire de l'herping, où irais-tu et pourquoi? Afrique. Cherche pas, je réfléchis même pas plus longtemps. Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que je suis sûr que si on soulève un caillou, il y a des trucs de malade. Voilà, tout simplement. Moi, l'herping, plus je vais dans le sud, plus je suis ravi. C'est pour ça que assez souvent maintenant, je vais en Espagne. Parce que je trouve qu'il y a une plus grosse diversité qu'en France. Après, côté Méditerranée, en France, ça va. Dès qu'on remonte, après, niveau insectes et tout, laisse tomber quoi. Il y a peut-être du sanglier, il y a peut-être du chevreuil, il y a peut-être du cerf. Mais après, du blaireau, des choses comme ça. Mais après, si c'est pour la variété d'espèces de fourmis, d'insectes, de scorpions, de choses comme ça, ou d'araignées, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais moi, plus je suis monté, et moins je trouve de choses. Donc j'essaie de descendre toujours plus au sud. Alors c'est vrai que Portugal, Maroc, tout ce qui est voilà, continent africain aussi. Portugal, donc toute cette partie-là qui est en bas à gauche de l'Espagne, tout le sud de l'Espagne, c'est vraiment des endroits qui m'intéressent vraiment beaucoup. Parce qu'à faire de l'herping, j'adore pouvoir observer les scorpions. Je suis toujours à la recherche de faire de l'herping avec du venom. Donc je pense qu'il y aurait des endroits super intéressants en France. Je trouve que de la couleuvre et c'est hyper rare. Je trouve que niveau reptile, c'est vraiment pas top. Où je dois vraiment pas aller dans les bons endroits de toute façon. Et je suis vraiment à la recherche. J'aimerais trop faire de l'herping avec de la vipère quoi. Rien que ça serait énorme. Ta deuxième question, tu passes combien de temps à t'occuper de tes animaux chaque jour? Bon, ça c'est déjà répondu. Troisième question, as-tu des projets ou des envies de nouvelles acquisitions d'animaux? Ben non, pas forcément, à part peut-être un petit oiseau, voilà, je sais pas quand je m'y mettrai. C'est surtout qu'il me faut du temps et du temps, tout simplement pour vraiment prendre le temps de faire des recherches, pour pas faire n'importe quoi. J'ai reçu, quand j'ai fait les vidéos, mais c'était un truc de malade, il faut que je te raconte. Quand j'ai fait les vidéos en disant que j'aimerais avoir un oiseau, c'est énorme toutes les informations que j'ai eues. En fait, il y en a certains d'entre vous, c'est béton comme ils s'y connaissent, c'est un truc, c'est impressionnant. Alors faire des vidéos sur l'élevage des oiseaux, si vous avez des oiseaux, que vous êtes dans la région toulousaine, putain mais contactez-moi, il y a une adresse business contact dans la description des vidéos, une adresse Gmail où tu peux directement me contacter. Je serais ravi de faire des vidéos sur les oiseaux. J'adore ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais j'y connais vraiment pas grand chose et je manque énormément de temps pour pouvoir me pencher vraiment là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à savoir que je suis complètement perdu. Dark Shadow qui demande, est-ce qu'il est possible d'avoir, avec un certain certificat par exemple, des caïmans d'Inde, de Cuvier chez soi ou d'autres crocodiliens comme aux États-Unis? Eh bien oui, en France, on peut avoir à peu près tout ce qu'on veut du moment qu'on s'en donne la peine et qu'on fait les bonnes autorisations. Ça veut dire qu'on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, avoir en France n'importe quoi, on l'achète, on l'amène chez nous et ça marche comme ça. Non, 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 surtout pas. En France, on peut avoir beaucoup d'animaux très différents. On peut avoir du serpent venimeux.
on peut avoir de la mygale, on peut avoir du scorpion, on peut avoir du crocodile, on peut avoir un peu de tout ce qui est crocodilier on peut, mais sous certaines conditions. Et c'est là que ça se complique un petit peu. C'est-à-dire que oui, en France, il y a des stages, des formations à faire. Il faut pouvoir justifier de certains stages, pouvoir justifier de l'expérience avec certains animaux aussi, faire des dossiers, passer en commission, avoir, voilà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, faire les bonnes installations et tout. Donc tout est très réglementé, mais si tu t'en donnes vraiment les moyens, tu peux avoir du crocodilien chez toi. Il faut juste respecter toutes les conditions nécessaires et surtout avoir les autorisations. Donc la plupart du temps, c'est certificat de capacité et AOE, donc autorisation d'ouverture d'établissement. Thomas F qui me demande, alors penses-tu faire un round tour avec tous les animaux que tu as chez toi, donc ceux de Célie et les tiens, même les insectes nourriciers? Alors, ça ferait une vidéo beaucoup trop grande et il y a déjà pas mal de vidéos round tour où je montre déjà tous les reptiles avec les tortues et tout, des vidéos où je vais montrer l'aquariophilie, des vidéos, en fait c'est rassemblé sur plusieurs vidéos, mais vraiment prendre tous les animaux dans la même vidéo me prendrait un temps de malade, autant au tournage qu'au montage, et puis la vidéo serait vraiment trop longue je trouve. Il faudrait qu'il y ait Célie avec moi pour pouvoir donner certaines explications sur certains animaux aussi. C'est pour ça qu'on essaie de coordonner. Il y a 3 vidéos qui sortent par semaine qui sont obligatoires et on ne se loupe jamais sur ce côté-là. C'est-à-dire que le mercredi à 14h, c'est bien sur l'élevage des fourmis. Le vendredi à 20h, c'est sur les reptiles. Voilà, tous les vendredis à 20h, c'est reptiles. Tous les mercredis à 14h, c'est fourmis. Tous les jeudis, c'est reptiles, mais sur la chaîne de Juste Célie. Il y a le lien dans la description de toutes les vidéos de la chaîne. Alors elle, c'est tous les jeudis. Ça vous permet en fait, si vous suivez ma petite chérie et moi, ça vous permet d'avoir une vidéo reptile le jeudi et le vendredi déjà. Et ensuite, le reste de la semaine, c'est du bonus où on parle un petit peu de tout, de n'importe quoi. Il peut y avoir de l'herping, d'une FAQ, il peut y avoir tout le reste. Le seul jour où j'évite vraiment de faire des vidéos sur ma chaîne, même si ça m'arrive de temps en temps, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est un petit peu la journée repos où il n'y a pas de sortie de vidéo. Et les bonus à 18h. Donc vraiment faire un réel roam tour complet, je pense pas le faire, ou du moins pas pour le moment. Marty Stoz qui me demande comment as-tu commencé la myrmécologie. PS, tu es super, continue comme ça. Merci beaucoup Marty. Alors, la myrmécologie, tu vas un petit peu rire, je venais d'avoir un appartement avec Célie. Donc c'était au tout début, voilà, qu'on était ensemble, tout ça, on s'était trouvé un petit appartement et tout. Et du coup, je pouvais pas trop me mettre dans les reptiles, des choses comme ça, parce que c'était vraiment tout petit, on n'allait pas y rester non plus énormément longtemps. C'était avant d'avoir les enfants, donc ça remonte à plus de 10 ans maintenant en arrière. Et donc ça fait plus de 10 ans quand même que je fais de la myrmécologie. Et il faut savoir que quand je pratiquais la myrmécologie à l'époque, en fait, ça m'est venu, mais comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé un matin et j'étais dans le lit, je me suis réveillé et je me suis dit, est-ce que c'est possible d'élever en captivité des fourmis? Tout simplement, c'est vraiment une question que je me suis posée. Je pense que c'est ça qui nous permet aussi d'avancer, de se poser tout le temps des questions. Et en fin de compte, du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur internet et tout, et je me suis aperçu que oui, on pouvait faire de l'élevage de fourmis, qu'il y avait des forums là-dessus et tout. À l'époque, il y avait pas mal de forums là-dessus. J'ai halluciné, il y a plein de gens qui élevaient des fourmis chez eux et tout. Et j'ai dit, mais c'est un truc de dingue, j'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais personne qui élevait des fourmis. C'est juste qu'un matin, je me suis réveillé, je me suis posé la question en fin de compte. Et c'est parti de là et c'est devenu une très très grande passion. Alors Jason William qui me demande tout simplement, salut tonton, comptes-tu prendre des menthes religieuses? Continue comme ça, t'es au top. Alors oui, je compte avoir des menthes religieuses. Là, la saison commence un petit peu et tout. Déjà, j'aimerais en trouver en nature, si c'est possible, pour pouvoir les observer et pourquoi pas essayer de tenter du nourrissage en nature. Et après, si certains d'entre vous sont généreux, font de l'élevage de menthes et qui veulent m'envoyer quelque chose, il y a mon adresse Gmail dans la description des vidéos. Vous pouvez toujours me contacter dessus et pourquoi pas comme ça s'organiser une petite rencontre ou un truc comme ça. Je serais ravi de vous représenter en vidéo des menthes religieuses, pourquoi pas, ou des menthes orchidées ou plusieurs espèces de menthes totalement différents. Vraiment, il me tarde de reprendre un petit peu, ça me manque. Les araignées et les menthes religieuses, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Forcément, ça vit en moyenne 1 année. On avait gardé Mantis vraiment très longtemps parce qu'elle est morte, il me semble, fin d'hiver ou début d'hiver, je sais plus. Mais elle a été restée presque 1 an et demi, je crois, en vie. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, Océane qui me pose une question. Bonjour, j'adore ce que tu fais. As-tu
eu une passion très jeune pour les animaux reptiles et insectes. Ah oui, là, depuis que je suis en âge de marcher à quatre pattes, je crois que ce milieu m'a toujours fasciné. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les insectes, avant même les reptiles. Et vraiment, tous les animaux en général me passionnent, mais énormément. Et si j'avais les moyens de ne pas travailler, de voyager tout le temps partout dans le monde, uniquement pour l'observation, et vous pondre des milliers de vidéos là-dessus, j'aurais fait que ça. Alors, deuxième question, combien de temps mets-tu à faire une vidéo et à la monter? C'est très aléatoire. Une vidéo en moyenne, entre le fait de trouver le sujet, le fait d'argumenter, d'expliquer, de travailler sur ce qu'on va dire, tout ça, le fait de mettre l'installation, de monter, de tourner la vidéo, de faire le montage, au minimum ça fera quand même pas mal d'heures, quoi. On va dire peut-être 3 heures, 4 heures au minimum jusqu'à la mettre sur YouTube, quoi. Ça, c'est le minimum pour les vidéos les plus simples, les petites vidéos bonus comme ça en semaine, etc. Ensuite, quand on part sur des grosses vidéos et tout, ça peut prendre 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Ça peut vite aller très loin. C'est pour ça que je fais d'ailleurs beaucoup de formats assez courts et des vidéos en bonus entre guillemets avec peu de montage. J'essaie juste de vous proposer une certaine qualité audio et vidéo, mais après pour le reste, en fin de compte, je ne suis pas du genre à faire des gros montages, à partir dans le cinéma. On n'est pas à Hollywood sur YouTube. Moi, je reste sur le thème, on est sur YouTube, on est des amateurs. Donc j'essaie de travailler voilà, du mieux possible, mais toujours avec mes petites méthodes à moi comme ça. Y a-t-il des futurs projets pour la chaîne? Gros projets ou nouveautés? Voilà. Oui, il y a des futurs projets, mais j'aime pas en parler parce que si ça se réalise pas, eh ben, j'ai pas envie de vous décevoir. Donc généralement, j'en parle pas et je prends les vidéos au fur et à mesure et en espérant que vous serez nombreux à me suivre. Mais après, personnellement, je préfère ne pas en parler quand j'ai des gros projets. Voilà, j'ai pas envie de promettre des choses qui vont se passer dans 6 mois, dans un an ou quoi que ce soit. Donc on y va tranquillou, on poste nos vidéos et j'espère vous faire plaisir. Mirmeko Hans, je tiens à te remercier parce que tu postes beaucoup de commentaires sur la chaîne. Tu fais partie, il y a toujours 5-6 personnes que je revois en permanence qui sont super sympas. Et toi t'en fais partie, je retrouve constamment des messages de toi, ça fait vraiment plaisir. Et là aujourd'hui tu participes aussi à la FAQ et tu me demandes est-ce que tu aurais un projet ou envisagerais-tu de refaire des fourmis, voilà, les élevages de fourmis coupeuses de feuilles. Alors avant de vraiment me focaliser sur YouTube, j'avais une grosse colonie pendant un moment, il y a presque 10 ans maintenant en arrière il me semble, sur une espèce coupeuse de feuilles. Donc ce sont des Acromyrmex SP qui étaient originaires d'Argentine. Et du coup, j'étais parti d'une gine seule et j'avais réussi à fonder une colonie de plus de 700 000 ouvrières en moyenne. Elle était énorme. C'était plus d'1 kilo de végétation par jour que je leur donnais. J'avais des grosses cuves avec le champignon, donc le fungus qui était à l'intérieur. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément passionné, mais qui avait beaucoup de contraintes pour moi parce que j'arrivais pas à la stabiliser. Il fallait toujours que j'agrandisse. C'était très difficile de prendre en compte tous les paramètres. Donc il fallait pas de grosse chaleur, il fallait créer des genres de cheminées avec des petits ventilateurs d'ordinateur pour pouvoir faire un dégagement de CO2. Ça commence à sentir le champignon aussi chez moi. Donc il y avait des choses comme ça et tout qui font que même si j'avais adoré, je ne me relancerai pas dans un projet comme celui-là. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je lis vraiment tous les commentaires. Il y en a certains qui font des tests, mais oui, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je réponds que de temps en temps, ou de temps en temps je mets aussi mon petit cœur, mais je lis chaque commentaire. Pour l'instant, la chaîne Snake Reptile compte plus de 330 000 abonnés, plus de 45 millions de vues réparties sur plus de 700 vidéos. C'est un travail qui m'a demandé énormément de temps, c'est un travail que je trouve colossal, qui a pris plus de 4 ans de ma vie et j'arrive à un stade où je suis super content, je n'ai pas forcément plus d'objectifs, je m'en fous complètement. Donc tu t'abonnes pas, tu laisses un like, tu laisses pas de like, c'est pas grave, c'est vraiment le partage de la passion. Mais je voulais quand même vous remercier pour tout ça, ça fait super plaisir de voir qu'une chaîne sur un milieu qui n'est pas trop aimé de tout le monde, donc les araignées, les serpents, toutes les choses comme ça, je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais je trouve que c'est impressionnant qu'on puisse aller aussi loin grâce à ça. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous.
N'hésitez pas, laissez des petits commentaires, voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!